mathématiques et philosophie. Donc on va essayer de jeter un regard philosophique sur les mathématiques. Chez les Grecs déjà, l'émergence de la pensée mathématique va de pair avec l'explosion culturelle du fameux miracle grec. Mais je pense que ce que les mathématiques représentent, c'est un accès spécifique à l'abstraction. Les mathématiques proposent un exercice intellectuel particulier, spécifique, qui se caractérise effectivement par l'abstraction et du coup qui vont servir à la réflexion philosophique, sauf que le mode de réflexion et d'abstraction mathématique est différent du mode d'abstraction philosophique. Mais justement, ça fait discussion, ça n'a pas toujours été évident. La première grande porte d'entrée dans la philosophie par les mathématiques, c'est celle de Platon, qui avait fait graver au-dessus de l'académie, en tout cas c'est ce que raconte la légende, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, à savoir que les mathématiques sont la porte d'entrée dans la réflexion philosophique. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, une certaine façon de voir la nature des mathématiques s'appelle le platonisme, c'est-à-dire de donner aux choses mathématiques un certain type de réalité en soi, qu'il place dans le monde des idées, en tout cas dans une place intermédiaire qu'il appelle les métaxus, les intermédiaires justement, et donc que les mathématiques pour Platon seraient le moyen privilégié d'accès aux idées, c'est-à-dire à la pensée proprement dite, à la pensée du réel qui par lui-même n'est pas intelligible et pensable directement. La deuxième période vraiment importante pour la valorisation des mathématiques, c'est la nôtre. En tout cas, c'est celle dont sans doute nous achevons le parcours, à savoir les temps modernes. On peut caractériser les temps modernes par un certain nombre de dimensions, l'avènement de la subjectivité, de son autonomie, mais aussi par la découverte de la possibilité d'un savoir spécifique qui est la lecture mathématique du réel. De ce point de vue-là, assez généralement, on attribue le grand pas en avant dans cette direction à Galilée, pour qui justement la réalité s'écrit en caractère mathématique, comme il le dit dans un de ses ouvrages qui s'appelle L'Essayeur, Il Saggiatore, dans lequel il explique effectivement à son interlocuteur que pour comprendre quelque chose à la réalité naturelle, eh bien, il faut savoir décrypter les caractères dans lesquels elle est écrite, à savoir des cercles, des triangles et donc des éléments mathématiques. Donc les mathématiques seraient, en tout cas à partir de Galilée, la clé d'intelligibilité du monde, en tout cas du monde de la nature. Et on verra la même chose chez Descartes ou chez Spinoza, ou Leibniz, Kant, Husserl. Donc jusqu'à notre époque, on a eu tendance à considérer que les mathématiques étaient le modèle même de l'activité d'intelligence, de l'intelligibilité. Et donc le modèle à suivre, en tout cas pour la pensée philosophique. Les philosophes que je viens de citer prennent les mathématiques comme modèle de pensée, non seulement dans le domaine mathématique ou physique, mais dans le domaine philosophique. Consciemment ou inconsciemment, prenant les mathématiques comme modèle d'intelligibilité, eh bien, il se ramène d'une façon ou d'une autre un certain platonisme, à savoir l'idée que l'entrée dans la pensée abstraite, l'intelligibilité du réel, se passe par les mathématiques. Et donc, qui dit platonisme dit aussi, du point de vue philosophique, idéalisme, c'est-à-dire un primat de l'activité intellectuelle dans son rapport au réel. Déjà, le premier élève célèbre de Platon, Aristote, fondateur de la métaphysique, en tout cas d'une forme peut-être plus achevée de métaphysique que celle qu'on trouve déjà chez Platon. Donc Aristote remettra les choses en perspective, disons, à savoir que les mathématiques sont un mode de savoir important, essentiel dans son ordre, mais ce n'est pas le mode de savoir ultime. Et donc, on va dire que, au fond, depuis les origines, depuis le grand débat, si on veut, entre Platon et Aristote, il y a cette question de savoir ce qui vient en premier dans l'ordre de la capacité intellectuelle, de l'intelligibilité du réel, entre les mathématiques et ce qu'on a appelé, après Aristote, la métaphysique. Il y a deux choses à faire.
par rapport à cette question des rapports entre les mathématiques et la philosophie. Et d'une part, à déterminer finalement ce que sont les mathématiques en elles-mêmes, c'est-à-dire à quel type de réalité elles correspondent. C'est-à-dire, est-ce que c'est une réalité en soi telle que l'imaginait Platon, ou est-ce que c'est un être de raison, comme le pensera Aristote, ou comme aujourd'hui on aime à le penser, par exemple dans le domaine de la philosophie analytique, un être simplement de type logique, voire syntaxique, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à l'organisation du langage, en tout cas une certaine forme de langage, un langage logique qui obéit à certaines règles spécifiques. Premièrement, il y a donc une situation respective des mathématiques et de la philosophie, et notamment de la métaphysique à situer. Mais deuxièmement, il y a derrière la question de la nature de la réalité. Parce que selon le type de réalité que j'attribue aux mathématiques, eh bien, je déclare en quelque sorte ma vision de ce que c'est la réalité en général. Parce qu'au fond, qu'est-ce que la philosophie ? C'est la recherche d'une certaine connaissance du réel, et donc une certaine intelligibilité du réel. D'ailleurs, pour Aristote, il y a une relation, une réciprocité entre l'intelligence et le réel. Le réel en tant même que réel, l'être en tant qu'être est intelligible, et l'intelligence en tant qu'intelligence est la saisie intellectuelle de l'être. Donc il y a une relation réciproque de correspondance entre l'intelligence et la réalité, tout au moins selon Aristote. Donc les rapports entre la vision du réel à travers les mathématiques posées comme modèle principal d'intelligibilité, ou à travers la métaphysique ou la logique ou un autre type de savoir, vont déterminer finalement non seulement la conception qu'on se fait de la philosophie, mais aussi la conception qu'on se fait du réel, puisque les deux vont ensemble. La question majeure qui se pose, c'est finalement qu'est-ce qu'exister ? C'est-à-dire, quel est le mode d'existence des objets mathématiques ? Parce qu'au fond, est-ce que les objets, les êtres mathématiques existent d'une certaine façon comme les objets de notre expérience commune, c'est-à-dire avec leur autonomie propre? C'est quand même l'idée de Platon, que ces êtres, ces métaxus, ont une sorte d'existence en soi, et que même peut-être une existence plus caractéristique que l'existence des choses du monde sublunaire qui est soumis au changement, alors que les réalités mathématiques précisément ne changent pas, et donc à la fois sont plus intelligibles, mais de ce fait existent au sens plus propre que les choses de notre expérience qui sont en mouvement. Donc derrière la question de la nature des mathématiques se pose la question de qu'est-ce que c'est qui existait. On peut dire que c'est la question fondamentale de la philosophie. La première chose qu'il faut dire, c'est que justement, selon la réponse qu'on va apporter à cette question qu'est-ce qui existait, on va déterminer un type de philosophie différent. Si on prend comme modèle le mode d'exister mathématique, qui en dernière analyse, en tout cas dans la perspective aristotélicienne, est un être de raison, c'est-à-dire précisément qui n'existe pas en soi, comme l'imagine Platon, mais qui n'existe que dans notre pensée. C'est un être qui existe sous mode intentionnel, on peut dire, c'est-à-dire en tant que connu, parce qu'il faut l'abstraire du réel pour que ça devienne un objet de connaissance. Si on prend l'être de raison comme modèle même de ce que c'est exister, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on est de plein pied dans ce qu'on appelle l'idéalisme, c'est-à-dire qu'on va prendre comme critère de réalité le mode d'être que les choses ont dans la raison. Autrement dit, la logique va primer sur le réel. La pensée va primer sur le réel, et c'est ce qui va caractériser toutes les formes d'idéalisme qu'on va pouvoir trouver depuis Descartes jusqu'à Husserl, par exemple. Aristote, lui, il propose une perspective différente, qui consiste à dire que l'objet de l'intelligence, c'est l'être, mais que l'être se distingue selon deux dimensions foncièrement complémentaires, qui sont d'un côté ce qu'est la chose, son essence, et d'autre, le fait qu'elle existe, son existence. L'essence étant principalement l'objet de la première opération d'esprit, de la conceptualisation, l'abstraction conceptuelle. Quand je saisis une essence, j'en forme le concept. Et l'existence étant l'objet d'un jugement
hein, quand je déclare qu'une chose existe. Hein, c'est donc pas dans un concept d'abord que je saisis ce qu'est l'existence, mais dans un jugement qui est donc la racine de toute pensée de l'exister des choses. À tel point d'ailleurs que si on réduit l'intelligibilité à la dimension de l'essence, donc de ce qu'on peut saisir par concept, eh bien, au fond, l'exister, hein, l'exister des choses n'est pas exactement d'ordre intelligible. C'est constatable, c'est pas pour autant intelligible. C'est un petit peu l'idée de Kant d'ailleurs, c'est que l'existence ne rentre pas dans le registre propre de l'intelligibilité, elle se laisse simplement constater. Les mathématiques sont-elles une science ? C'est aussi un sujet controversé, à savoir, est-ce que les mathématiques sont un exercice intellectuel sui generis, hein, par exemple une forme de l'art, ou une forme de structure intellectuelle, mais qui n'a pas de rapport direct avec le réel, en tout cas le réel de notre expérience, ou est-ce que, d'une certaine manière, c'est quand même une certaine science ? Là aussi, tout dépend de ce qu'on appelle science. Donc on voit bien que chaque fois qu'on essaye de cerner la nature des objets mathématiques, on en revient à des notions philosophiques fondamentales. Et donc par exemple de définir ce que c'est que la science. Alors dans la perspective aristotélicienne, la science c'est la connaissance du réel et Aristote précise une connaissance certaine par les causes. Donc il faut dégager du réel ces structures intelligibles et de telle façon qu'on comprenne de quoi le réel est constitué et comment ça fonctionne, en quoi il consiste, etc. La grande vision aristotélicienne, qui est quand même d'une certaine façon l'héritage du platonisme, c'est qu'il y a des niveaux distincts d'intelligibilité dans le réel. À savoir, il y a le réel de notre expérience commune, qui est un réel en devenir. D'ailleurs, c'est ce qui avait fait dire, il y avait cette opposition bien connue avant Platon entre Parménide et Héraclite, parce que Parménide voit que les choses sont, et il est ébloui par l'être, et il voit que l'être, donc un est le même toujours et partout. Et puis Héraclite qui voit que les choses sont en devenir, que tout change, panta rei, toutes les choses changent, et finalement Platon va en tirer la conclusion qu'il ne peut pas y avoir de connaissance certaine de choses qui sont soumises au changement et qu'il faut donc s'en détourner d'une certaine façon, c'est le mythe de la caverne, pour aller contempler le ciel des idées où ça ne change pas. Et donc les mathématiques, les métaxes en tout cas, appartiennent à ce monde des idées qui ne change pas, et donc c'est le début de l'intelligibilité. Alors pour Aristote, il y a quand même 3 niveaux possibles d'intelligibilité. Il y a quand même un niveau d'intelligibilité de ce monde qui change à condition d'en extraire les essences, c'est-à-dire le monde change parce qu'il est matériel. Alors, il faut faire toute une réflexion de philosophie de la nature pour analyser ce qu'est le mouvement, le devenir, mais fondamentalement, on peut dire qu'il y a une correspondance entre la matérialité et le devenir. Les choses sont en devenir parce qu'elles sont matérielles, et réciproquement, le devenir des choses suppose qu'il y ait matière. Donc, premier niveau de science, de savoir, c'est le savoir des sciences de la nature que Aristote appelait physique, mais c'est le registre général des sciences de la nature, c'est-à-dire, comme il n'y a de sciences que du général et non pas du particulier, eh bien, il y a un premier niveau d'abstraction qui consiste à considérer les choses dans leur généralité, donc abstraction faite de leur caractère individué, sensible. Donc, premier niveau, c'est connaissance des choses sensibles, en tant qu'elles sont en devenir, mais abstraction faite de leur caractère sensible individuel. Mettons qu'un biologiste étudie la cellule, il ne va pas étudier telle cellule qui est dans son microscope, il va tirer les lois de la vie cellulaire de la cellule qu'il étudie dans son microscope, il dira la cellule au sens large du terme. Quand on parle du coronavirus, d'un tel virus, c'est pas ce virus-ci qui est en train d'affecter tel ou tel organisme, c'est le coronavirus dans sa généralité. Il n'a de sens que du général. Il n'y a pas une science de l'individu en tant qu'individu. Et il y a un deuxième niveau d'abstraction qui est possible, c'est de considérer les choses dans une dimension intelligible qui fait abstraction non seulement de la dimension sensible individuelle, mais de la dimension matérielle en général, du mouvement en général.
qui fait abstraction du mouvement et donc de la dimension proprement matérielle, puisque les deux sont liés, et c'est précisément le registre de la pensée mathématique. Donc on peut appeler ça un deuxième degré d'abstraction qui abstrait non seulement de l'individualité sensible, mais qui abstrait aussi de la matérialité en général, et de la dimension sensible en général. Et donc là, il s'agit des objets mathématiques. Par exemple, si on parle du triangle, on parle évidemment pas du triangle particulier qu'on a dessiné au tableau, mais du triangle en général, c'est-à-dire d'une certaine figure qui a plane, qui a trois côtés. Les notions mathématiques sont des notions qui résultent d'une abstraction et d'une définition qui se passent dans un domaine qui fait abstraction de la dimension concrète et matérielle. Donc on dira qu'on est dans un deuxième d'abstraction, et du coup les êtres mathématiques, nous pourrons dire que ce sont des êtres de raison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'existence propre, c'est la grande distinction qu'il y a entre Aristote et Platon. Par exemple, le triangle, c'est pas quelque chose qui existe en soi, dans le ciel des idées, mais c'est quelque chose qui existe en tant que pensée, qui existe dans ma pensée. Il existe à sa manière, autrement dit, pour le dire d'une façon un peu philosophique, les objets mathématiques n'ont pas une existence substantielle. Ce ne sont pas des substances, ce ne sont pas des choses qui existent par soi. Elles n'ont pas d'autonomie d'existence, ce sont des accidents, elles existent comme accidents de ma pensée. Quand je pense le triangle, d'une certaine façon, le triangle existe dans ma pensée. Alors évidemment, si nous sommes nombreux, si tous les mathématiciens pensent le triangle, c'est une pensée collective, mais ça ne leur donne pas d'existence substantielle. Par parenthèse, on dit souvent, les gens qui ne croient pas à la vie au-delà, ils disent qu'une manière de survie pour quelqu'un qui est mort, c'est qu'il continue à exister dans la pensée des gens. Mais on voit bien que, d'une certaine façon, c'est vrai, mais c'est une pensée accidentelle, c'est pas une pensée substantielle, c'est pas la personne elle-même qui vit, c'est l'image qu'elle a dans la pensée des personnes qui s'y réfèrent. Les mathématiques, elles existent de cette manière-là. Elles n'existent pas en soi, elles existent dans la pensée des mathématiciens ou des gens qui pensent les objets mathématiques. C'est donc des êtres de raison, deuxième degré d'abstraction. Et puis Aristote va plus loin parce qu'il considère qu'il y a des êtres qui peuvent non seulement être abstraits par la pensée de la réalité matérielle, mais qui peuvent subsister sans matière. Alors ça, c'est une question de pouvoir établir qu'effectivement il existe des êtres qui peuvent subsister sans matière. Si on est matérialiste, on n'acceptera jamais d'aller jusqu'à cette affirmation qu'il y a quelque chose qui peut subsister sans matière, étant donné que le propre du matérialisme, c'est d'imaginer que le critère même de l'existence, c'est d'être dans la matière. Le test, en quelque sorte, exister, c'est être dans la matière, d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour Aristote et pour ses successeurs scolastiques, Thomas d'Aquin par exemple, il y a une dimension d'être, une sorte d'être qui existe ou peut exister sans matière. Alors, quels sont ces êtres ? Le premier, c'est la cause première, c'est Dieu, c'est-à-dire à savoir s'il existe une cause première qui est la cause de tout le reste, cette cause ne peut être que immobile, donc sans matière, et donc elle subsiste par soi et indépendamment de la matière, même si elle en est la cause. Et l'autre type d'être qui peut exister sans matière, c'est l'âme humaine qui est capable de penser, donc d'abstraire, donc de dégager des choses dans une dimension immatérielle, c'est qu'elle est elle-même substantiellement immatérielle, elle peut subsister sans matière. Et il y a un troisième degré de considération, un troisième type d'abstraction, qui n'est pas tout à fait dans la même ligne que les autres, qui consiste à considérer des êtres qui existent ou peuvent exister tout à fait sans matière. Donc des êtres spirituels, au moins potentiellement. Ce qui conditionne la vision, en tout cas aristotélicienne, la vision métaphysique, c'est justement cette hiérarchie des intelligibles qui débouche dans l'intelligibilité d'êtres qui sont proprement spirituels, c'est-à-dire qui peuvent subsister sans matière, et donc qui constitue l'objet propre de la métaphysique. C'est tout à fait essentiel de savoir si on doit s'arrêter à un niveau d'être matériel ou éventuellement par abstraction comme dans les objets mathématiques, ou s'il faut aller jusqu'à des êtres qui peuvent exister sans matière, et notamment s'il s'agit de l'âme humaine. Car c'est peut-être ça qui va distinguer un savoir comme science et un savoir comme sagesse.
Parce que le propre de la sagesse, c'est d'ordonner les choses. Le propre du sage, c'est de mettre de l'ordre. Et donc, c'est tout à fait différent de savoir si, avec un regard de type mathématique, par exemple, on peut constituer véritablement l'ordre de la réalité ou des différents aspects de la réalité, ou s'il faut précisément considérer les choses de plus haut, en les considérant dans cette dimension spirituelle qui caractérise l'être humain, la personne humaine, et Dieu, pour autant que, évidemment, il puisse exister. Ce qui veut dire que les temps modernes, au fond, il y a à la fois, c'est un peu paradoxal et en même temps ça s'explique assez bien, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une dimension idéaliste, primat de la pensée sur le réel, mais il y a aussi une dimension matérialiste, c'est-à-dire la tendance à penser que le critère de l'existence est la matérialité et que finalement il n'y a pas de plus haute intelligibilité que l'intelligibilité mathématique qui fait abstraction de la matière sensible, mais qui d'une certaine façon reste liée à la matière. On appelle ça la matière intelligible, à savoir la quantité. Pourquoi ? Précisément, en tant que les mathématiques sont sciences. Moi, je pense, après Aristote et bien d'autres, bien sûr, je pense que les mathématiques sont une science du réel sous un certain aspect qui est précisément la quantité. Aristote et les anciens disaient que la quantité, c'est la première des catégories. Il y a la substance et les différentes catégories, c'est-à-dire la quantité, la qualité, la relation, etc. Eh bien, la quantité, c'est la première des catégories qui correspond à la dimension matérielle de la chose. Une chose, pour autant qu'elle est matérielle, elle est située dans la quantité. C'est-à-dire qu'elle a une certaine extension dans l'espace et dans le temps, et puis elle a une certaine distinction. La matière est principe d'individuation, et donc la matière produit une certaine distinction d'un individu à un autre, et donc c'est la justification du nombre. Donc la matière, en tant qu'elle est extension, c'est la base de la géométrie, de la topologie, de toutes les sciences de la continuité. Et puis, la matière, en tant qu'elle est le principe de l'individuation, c'est la base de l'arithmétique, du nombre, et de toutes les théories mathématiques qui sont basées sur la logique du nombre, dont la première des disciplines, c'est l'arithmétique. Donc, les mathématiques sont sciences en tant qu'elles sont sciences de la quantité, c'est ce que disaient les anciens, je pense que ça reste parfaitement vrai, elles sont sciences de la quantité abstraite, qui se divise en quantité discrète et quantité continue. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que René Thom, grand mathématicien, première médiane Fields française dans les années 50, a fait un tableau des mathématiques en essayant de les distribuer les différents savoirs mathématiques, un tableau dans lequel il y a les mathématiques discrètes et les mathématiques continues. On ne sort pas finalement aujourd'hui, même dans les mathématiques très modernes, très avancées, de cette distinction entre le discret et le continu, avec d'un côté, encore une fois, l'arithmétique et tous ses développements, et de l'autre côté, la géométrie, etc. Alors on me dira, mais il n'y a pas que des nombres en mathématiques, il y a toutes sortes d'autres constructions. Alors effectivement, il faut ajouter, je crois, à la dimension nombre, à la dimension du discret, des nombres, et à la dimension extension, donc géométrie, topologie, etc., le continu en général, enfin tous les aspects du continu, il faut ajouter quelque chose d'essentiel à la pensée mathématique. On a vu que c'était un être de raison. Eh bien, ce sont les opérations que l'esprit effectue sur ces objets. C'est-à-dire, quand je dégage un nombre, par exemple, je dégage le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3, ne serait-ce qu'en associant, mais justement, je peux très vite découvrir que je peux opérer, c'est-à-dire que si j'ajoute 1 à 2, je trouve 3, c'est une opération. Donc, l'arithmétique, c'est pas simplement les nombres dégagés par abstraction de la réalité, ce sont aussi les opérations que je peux effectuer sur ces nombres et qui ont beaucoup d'importance dans la vie pratique, comme chacun sait. Il y a dans les mathématiques 3 dimensions de base, on va dire. Le nombre discret, base de l'arithmétique, la quantité continue, topologie, géométrie et autres formes du continu, et toutes les opérations qui interviennent sur ces objets et qui peuvent aussi les combiner, parce que
on va les rassembler, créer des structures, etc. Le monde mathématique est un univers foisonnant, puisque c'est un univers de raison, et dans lequel on ne cesse pas de construire de nouveaux aspects, de nouveaux êtres, de nouveaux objets, etc., qui se combinent les uns avec les autres, mais qui restent en quelque sorte basés sur ce double tronc de la quantité discrète et continue. Et je crois que ça reste entièrement vrai aujourd'hui. Alors évidemment, comme il y a ce côté constructif, foisonnant, qui est pour une part soumis d'ailleurs à la créativité des mathématiciens, il y a un côté art. Il y a un côté créatif dans les mathématiques incontestable. Et d'ailleurs, souvent, les mathématiciens sont des gens qui ont un véritable tempérament d'artiste. Mais comme on peut dire, même s'il y a un côté art, foncièrement, il y a quelque chose de scientifique. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui explique la fameuse déraisonnable efficacité des mathématiques que déclarait un certain physicien Eugène Wigner, parce que elles sont fondées dans le réel. C'est-à-dire, c'est parce que les notions de base des mathématiques et les opérations sur elles sont fondées dans ces dimensions de la quantité qu'elle est science du réel pour autant qu'il est quantifié. C'est une phrase que Saint Augustin et méditer sur la Bible, à savoir que Dieu a tout créé avec nombre, poids et mesure. Les choses sont quantifiées. Le monde réel, le monde matériel est quantifié, et donc à partir du moment où il est quantifié, s'il y a une science de la quantité, ça devient un outil essentiel de la connaissance de ce monde en tant même qu'il est quantifié. Alors comme je l'ai dit, les temps modernes se caractérisent par le fait d'un certain éblouissement par, justement, ce pouvoir des mathématiques, qui est double. D'une part, il a un pouvoir de connaissance et d'analyse du réel, comme Galilée l'a manifestement, magistralement montré, mais également, c'est un savoir démonstratif. Ce sont des êtres de raison qui sont tout entiers soumis à la loi du raisonnement intellectuel, c'est-à-dire les trois opérations d'esprit, simple appréhension qui forme le concept, deuxième opération qui est le jugement qui rattache ce concept à un sujet ou à l'existence même du sujet, et troisième opération d'esprit qui est le raisonnement et qui enchaîne les concepts et les jugements pour enrichir le savoir. Et donc, de ce point de vue-là, les mathématiques sont un savoir démonstratif qui relève d'ailleurs des lois de la logique étant la science des opérations de l'esprit, fondamentalement. Et donc, on va retrouver ce que je disais tout à l'heure, cette tentation ou cette tendance des mathématiques à se ramener à leur essence démonstrative, c'est-à-dire logique, à tel point qu'il y a tout un courant de la pensée, même dominant aujourd'hui, qui s'appelle la philosophie analytique, qui trouve ses racines dans ce qu'on appelle le logicisme, à savoir la théorie de gens comme Bertrand Russell, par exemple, qui se sont efforcés de démontrer que les mathématiques n'étaient rien d'autre qu'un certain développement de la logique. Et donc dans les Principia Mathematica, dans l'ouvrage Princeps de Russell et Whitehead, eh bien ils essayent de montrer, de développer les lois de la logique qui à un certain moment deviennent également les lois des mathématiques. Bon, en réalité, comme j'ai expliqué, les logiques comme science, c'est science des opérations d'esprit, alors que les mathématiques comme science sont sciences de la quantité abstraite. Donc elles n'ont pas le même objet. Et donc, quand bien même elles sont dans le même tissu logique, en tant que c'est un savoir démonstratif, eh bien elles n'ont pas le même objet. D'ailleurs, les mathématiques ne sont pas les seules à relever de la logique. Par exemple, la philosophie elle-même, la métaphysique, eh bien, cherche à être un savoir démonstratif et donc à s'inscrire dans les lois de la logique et de la démonstration. Alors, puisque j'ai parlé de cet aspect logique, cet aspect raisonnement, il y a une grande question qui se pose aujourd'hui autour des mathématiques et de leur rapport à la logique, c'est justement la distinction qu'il faut faire selon moi justement, entre raisonnement et calcul. Qu'est-ce qu'un raisonnement ? L'opération première de l'intelligence, c'est de dégager des concepts. Quand on voit des choses, si je vois un chat, je dégage le concept de chat. Voilà, il y a plein d'êtres qui se ressemblent avec un certain nombre de critères et j'essaye de dégager le concept de chat qui saisit plus ou moins précisément le concept, l'essence du chat, ce qu'est le chat. Les concepts, c'est la caractérisation de ce que sont les choses que je fais chercher à exprimer dans une définition. Bon, première opération de l'esprit. Deuxième opération de l'esprit, si je dis ceci est un chat,
c'est-à-dire je mets en rapport mon concept avec la réalité à laquelle je l'attribue, eh bien, je fais un jugement et donc je ramène la notion que j'ai dégagée à la réalité du sujet dont je l'ai dégagé. La réalité, ça peut être son existence même. Si je dis ce chat existe, je porte un jugement pas simplement sur l'essence du chat, mais sur le fait qu'il existe. Troisième opération de l'esprit, le raisonnement, c'est-à-dire que je vais transférer progressivement les jugements les uns après les autres pour étendre le champ de mon savoir. Donc c'est une généralisation de l'opération de jugement et de conceptualisation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je dégage un concept? Eh bien, d'une certaine façon, mon intelligence, dans le concept, voit ce qu'est la chose. C'est très important de garder à l'esprit cette notion. Conceptualiser, c'est analogiquement voir. Évidemment, c'est pas voir avec les yeux. Avec les yeux, je vois un chat. Avec mon intelligence, je vois ce qu'est le chat dans le concept de chat. Mais je vois, c'est-à-dire il y a quelque chose qui fait qu'à travers la médiation du concept, eh bien, je vois l'essence du chat, peu ou prou. Je n'en ai en général qu'une approximation plus ou moins grossière. Mais encore une fois, par cette activité, première activité de conceptualisation, l'intelligence est faite pour voir. Ce voir, elle le confronte à la réalité par le jugement. C'est donc toujours un voir qui est en jeu, mais un voir en quelque sorte qui est confirmé par le jugement. Et par le raisonnement, c'est toujours cette vision qui est prolongée. Donc, quelque part, cette activité de l'intelligence qui est un voir, analogique bien sûr, eh bien, c'est l'activité essentielle de l'intelligence. L'intelligence cherche à voir ce qu'est le réel. Et même dans ces mots, les mots qui sont les signes des concepts, eh bien, elle cherche à communiquer, à transmettre, eh bien, ce qu'elle a vu du réel. Et une fois qu'on a vu, on l'a vu, pour toujours, à moins qu'on soit trompé ou qu'il faille améliorer ce qu'on a vu, etc. Quelle est la différence avec le calcul? Avec le calcul, c'est quelque chose qu'on voit très bien, aussi bien d'ailleurs dans la logique que dans les mathématiques, c'est le travail des opérations. Par exemple, dans le raisonnement, Aristote a dégagé les lois de ce qu'on appelle depuis la logique formelle, c'est-à-dire qu'il y a des formes du raisonnement, le syllogisme, etc., qui font que, eh bien, il y a une certaine manière de raisonner correctement. Et donc, si j'applique ces règles, eh bien, je sais que mon raisonnement est correct. C'est la forme du raisonnement, c'est pas son contenu. Le contenu, c'est le voir, mais la forme du raisonnement, eh bien, c'est le résultat d'une certaine application de règles qu'on peut appeler un calcul. Donc, les opérations de l'esprit, pour autant qu'elles sont soumises à des règles, elles relèvent d'un calcul. Donc, le raisonnement, c'est transférer et élargir le voir, la vision de l'esprit par rapport au réel. Le calcul, c'est l'application de règles qui garantissent que les opérations de mon esprit qui transmettent ce voir ont été correctement effectuées, de telle façon qu'effectivement ce voir soit correct, en quelque sorte, et ne soit pas déformé, ou annulé, et devienne faux. Si maintenant, on se demande par exemple si l'informatique peut penser, peut raisonner, eh bien je dirais qu'une fois qu'on a admis que le raisonnement c'est voir, c'est dégager le sens des choses dans une vision conceptuelle, judicative, etc. Eh bien, les machines, elles savent calculer. La machine de Turing, c'est un dispositif imaginé par le logicien et mathématicien Alan Turing, qui consiste à mettre un dispositif dans lequel on met d'un côté une machine, de l'autre côté un être humain, on leur pose des questions, et si le résultat proposé par la machine est égal au résultat proposé par l'humain, on va dire la machine pense. Je synthétise un peu, mais c'est ça l'idée. Donc, c'est pas parce que la machine fait des opérations analogues aux mêmes opérations que l'esprit humain qu'il pense. Je veux dire, il ne fait pas un raisonnement, il fait un calcul. Si on donne à la machine les règles du calcul, elle va effectuer le calcul. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous avec des ordinateurs et des machines à calculer. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On apprend des automatismes pour calculer. 2 fois 2, 4, etc. Ça devient automatique, on ne pense plus. Je vois 2 et je fais 4. C'est un calcul. Précisément, j'ai appris le calcul. J'ai pas appris à penser. Si maintenant il faut démontrer que 2 fois 2 font 4, c'est plus compliqué. C'est assez long la démonstration. C'est
pas du même ordre. Et donc le raisonnement est une chose, c'est encore une fois le transfert du voir analogique de l'intelligence, alors que le calcul, c'est l'application des règles de la pensée. Et donc les machines peuvent calculer, elles ne peuvent pas penser, elles ne peuvent pas raisonner. Ne pas confondre les deux, raisonnement et calcul. C'est une distinction essentielle. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que l'expression intelligence artificielle n'a pas de sens. Parce qu'une machine ne peut pas penser. Si l'intelligence est faite pour voir, eh bien, on ne peut pas imaginer une machine qui puisse voir au sens strict. Encore une fois, la pensée, c'est l'activité supérieure du vivant. Déjà, les machines ne sont pas vivantes. Alors, a fortiori, elles ne sont pas pensantes, au sens propre du terme. Elles ne font que quelque chose qui ressemble à une activité de la pensée, qui est le calcul, qui peut être assez élaboré. Les mathématiques servent à connaître et à agir sur le réel par des méthodes qui sont plus larges que le simple calcul, qu'on appelle la modélisation. C'est-à-dire que grâce à l'abstraction de type mathématique, eh bien, quand on a affaire à un certain aspect du réel, on peut toujours essayer de le représenter avec des schémas mathématiques, des modèles. Là aussi, il y a une forme d'analogie. En voyant ce qui se passe avec le modèle, par exemple les calculs qu'on peut effectuer dessus, ça va nous permettre d'en tirer des conclusions sur les réalités dont j'ai fait le modèle. Donc le modèle, c'est en quelque sorte une ressemblance mathématique de la chose que je cherche à connaître. Donc les mathématiques peuvent faire des modèles et on peut faire tourner des modèles, on peut faire même éventuellement peut-être créer dans une certaine mesure des modèles par les machines, par l'informatique. Donc on peut avoir une activité assez élaborée de modélisation au niveau informatique. Ça ne veut pas dire pour autant que ces machines pensent. Comment un mathématicien, ou un élève d'ailleurs de mathématiques à l'école, construit son rapport aux mathématiques, parce qu'il y a quand même quelque chose de fascinant. Les mathématiciens sont souvent spontanément platoniciens, c'est-à-dire pour eux, les mathématiques c'est un univers de choses qui existent en soi et qui découvrent à travers leurs réflexions, leurs calculs, leurs opérations, etc., leur intuition. Comme l'homme ne pense pas sans images, nos concepts, on les abstrait des images, nos sens nous fournissent des données qui sont en quelque sorte capitalisées dans l'imagination et les concepts sont extraits à partir des images ainsi formées. Et donc l'homme ne pense pas sans images. Alors, puisque les êtres mathématiques, les objets mathématiques ne sont pas directement dans le réel, ils sont abstraits du réel, comment les pense-t-on ? Eh bien, on les pense en les résolvant dans l'imagination. C'est-à-dire que l'imaginaire est en quelque sorte le substitut du réel nécessaire à l'activité mathématique. Alors, c'est là qu'on voit l'importance de l'apprentissage et des exercices en mathématiques. Moi, je m'en suis bien rendu compte, d'ailleurs, quand j'ai fait des études de mathématiques. J'écoutais les discours des professeurs, brillants comme Laurent Schwartz, par exemple, et je ne faisais jamais les exercices. Ce qui fait que je ne créais pas ce qu'on appelle l'habitus. Je ne créais pas en moi cette familiarité qui fait que l'objet mathématique existe dans mon esprit comme un autre, en quelque sorte, comme un vis-à-vis. Eh bien, pour avoir ce vis-à-vis mathématique, qui peut en donner l'impression qu'il existe d'ailleurs, eh bien, il faut un habitus. Il faut le créer, il faut un travail de mémoire, il faut façonner sa mémoire à travers les exercices, à travers la familiarité, de telle manière que, eh bien, pour moi, ce soit un monde dans lequel je puisse me déplacer, raisonner, etc. Et donc, il y a à la base de cette impression ou de ce sentiment de réalité des mathématiques, la constitution d'un habitus. Et si on n'a pas l'habitus d'une certaine notion, eh bien on peut vous en parler, ça vous évoque rien du tout. Un habitus, c'est justement la familiarité avec une notion, avec l'univers conceptuel dans lequel il se situe. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que dans une société comme la nôtre où les mathématiques ont une place vraiment importante, ou tout simplement dans la société des mathématiciens, eh bien, il est vraiment important de comprendre qu'il y a un habitus collectif qui se crée. C'est-à-dire que les différents mathématiciens sont formés dans un climat qui fait qu'il y a un certain nombre d'objets qui leur deviennent familiers, qui partagent. Plus ou moins d'ailleurs, le monde des mathématiques est devenu tellement vaste qu'aucun mathématicien ne peut maîtriser l'ensemble des mathématiques contemporaines. On dit que c'était Henri Poincaré qui était le dernier mathématicien à avoir une culture un peu universelle dans ce domaine.
En tout cas, il y a un habitus collectif qui, d'une certaine façon, s'institutionnalise. C'est-à-dire que les mathématiques n'ont pas de réalité substantielle, mais par contre, à un moment donné, elles ont une réalité institutionnelle. Et c'est pas rien. Il y a un philosophe des mathématiques qui compare les mathématiques à la Constitution. C'est un Américain, donc il compare ça à la Constitution américaine. Et il dit la Constitution, c'est quoi? Tout Américain se réfère à la Constitution comme un être objectif en quelque sorte, mais c'est un être institutionnel, c'est-à-dire quelque chose qu'on a décidé en commun. Il y a une Constitution à laquelle chacun se réfère, qu'on connaît, etc. C'est pas simplement le bout de papier sur lequel la Constitution est écrite. Eh bien, pour les mathématiques, c'est pareil. C'est pas ce qui se trouve dans les livres de mathématiques d'abord, parce que c'est des mathématiques en puissance, mais c'est l'institutionnalisation, c'est-à-dire l'habitus collectif reconnu par les enseignants, les élèves, les chercheurs, etc., dans lequel ils se meuvent et qui est une réalité immatérielle qui n'existe que dans l'esprit des mathématiciens. Pour conclure, ça doit se sentir dans l'exposé que je viens de faire. Ma vision des mathématiques, elle est conditionnée par le fait que je me situe dans une perspective aristotélicienne, une métaphysique aristotélicienne, la science de l'être en tant qu'être. Eh bien, je pense que c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de parler des mathématiques sans mettre en jeu un certain type de philosophie. Et donc, au fond, derrière la question du statut des mathématiques, qui est une question aujourd'hui, pourquoi? Parce que on est quand même dans un monde très mathématiste. C'est-à-dire que c'est le suprêmum de l'intelligence, de l'intelligibilité. Donc la conception qu'on se fait d'intelligence est quand même très liée à la conception qu'on se fait des mathématiques. Eh bien, je pense que cette conception qui est caractéristique des temps modernes, comme nous sommes à la fin des temps modernes, eh bien, il est temps de cesser de voir les mathématiques comme le summum de l'intelligence et de comprendre qu'il est temps de retrouver le sens de la métaphysique, une métaphysique authentique, bien sûr. Pour moi, c'est la métaphysique aristotélicienne et thomiste. Une métaphysique authentique qui mettra les mathématiques à leur juste place et qui sera capable d'avoir un regard sur le réel, qui ne sera pas simplement un regard scientifique, voire artistique, mais qui sera un regard de sagesse. La métaphysique, comme elle aborde les choses par les principes les plus élevés, l'être en tant même qu'être, eh bien, elle est à la fois une science et une sagesse, et donc il est tout à fait essentiel aujourd'hui de redécouvrir ce regard qui est à la fois un regard de science et un regard de sagesse, pour mettre à leur place les mathématiques et pour mettre l'homme à la juste place dans sa gestion de l'univers et dans son rapport au réel.